Salam alaikum, bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast des Tashkila. Aujourd'hui, thème très spécial. Pourquoi on va parler surtout de la plus belle page de l'histoire du football tunisien, la CAN 2004. On va parler de plusieurs thèmes avec plusieurs invités. D'ailleurs, 2 nouveaux invités aujourd'hui du podcast. Ibrahim, salam alaikum. Wa alaykoum salam Ouled. Ibrahim, je te laisse te présenter rapidement, vas-y. Je te laisse. Ouais. Brahim, je m'appelle Brahim Fresh. Avant tout, je suis un grand fan de l'équipe nationale, Comme nous tous. du football tunisien en général, voilà. Et j'étais aussi rédacteur sur Tunisie Foot de 2002 à 2006. Et d'ailleurs, je passe un coucou à toute l'équipe de Tunisie Foot. Et je pense qu'on s'est déjà tous un peu croisés sur Tunisie Foot à un moment donné. C'est vrai. Quand on a découvert le football tunisien. Site de référence. C'est vrai. Exactement. Ouais, merci beaucoup, Ibrahim. Aujourd'hui, l'autre invité, exceptionnel, Mohamed Ali des libéraux. D'ailleurs, un gros bisou aux libéraux. Je vais te présenter, Mohamed. Merci beaucoup les gars pour l'invitation. Ça fait toujours plaisir de parler de foot et surtout de la Tunisie avec vous, quoi. Plaisir partagé. Merci les gars. Soso, comment ça va Soso depuis je sais que tu as fait un dossier sur le COT pas mal. Ouais, j'ai fait un petit article sur l'histoire du club olympique de transport, donc le club phare d'El Malacine, ce quartier populaire. D'ailleurs, on fera peut-être un podcast sur ce club. Inch'Allah, ça serait très intéressant de parler de cette histoire-là. Et très très content qu'on puisse faire ce podcast avec nos invités, avec l'équipe des Tashkil. Donc je suis très très content car c'est un podcast qui va nous ramener à une des plus belles pages de notre sport et de la joie du peuple tunisien. Voilà. Ouais, c'était il y a 16 ans. Zied, au retour de Zied, qui n'était pas là dans les derniers podcasts. Zied, comment ça va? Ça va très bien, bonsoir à tous, bienvenue à nos invités, soyez les bienvenus au podcast de Tashkila. Voilà, le retour du guerrier, hein, si on peut dire ça. Et d'ailleurs, on a vu ton retour à Elmenza pour la conférence. Oui. C'était un pur plaisir de retrouver le terrain. Hein. Quel stade magnifique. 15 jours ou bien plus de 80 jours. Enfin, je respire un peu. Parfait les frères, parfait. Donc le décor est enfin planté pour ce podcast exceptionnel sur le retour de cette CAN 2004, la 24e édition, si je dis pas de bêtises, voilà ma fiche, 24e édition de la CAN, du 24 janvier au 14 février, jour de la Saint-Valentin, je crois le 14 février, c'est bien ça? Exactement. Eh oui, jour de la Saint-Valentin, donc la fête des amoureux pour... La passion et l'amour s'emparer des cœurs de tous les Tunisiens ce jour. C'est exactement ça. Très rapidement, les pays qui ont le plus participé dans une CAN, très rapide, ça va être l'Égypte, 19 participations, le RDC, qui, moi je le découvre aujourd'hui, 14 participations. Bon, c'est vrai qu'il y a eu l'éclatement avec Kinshasa et tout. Je connais pas très bien l'histoire, mais bon, voilà. L'Algérie, 13 participations. Cameroun, 13. Nigeria, 13. La Tunisie, c'est sa 11e participation avec le Maroc, Sénégal, etc., etc. Et 3 nouveaux venus, le Bénin, le Zimbabwe, le Rwanda. Sofiane, je te laisse très rapidement parler sur le contexte rwandais avant qu'on démarre vraiment sur le podcast. Alors, le Rwanda participe à l'Afrique des Nations après un génocide qui a lieu dans les années 90 et qui a laissé, petit à petit, le Rwanda commence à de nouveau se relever, on va dire, de cet atroce crime et voilà, on retrouve goût au football et parvient à se qualifier donc pour la CAN 2004 et on en parlera un peu plus tard. Exactement. Avec plusieurs contextes voilà, qui vont se... et va rentrer en quelque sorte cette sélection du Rwanda va rentrer dans l'histoire du sport rwandais en quelque sorte. Voilà. Exactement. Quel est votre premier souvenir, les amis? Avant qu'on détaille un peu plus sur cette compétition, je vais commencer par notre invité Ibrahim. C'est quoi ton premier souvenir quand on parle de la CAN 2004? Le but de Ziel Jazili en finale de la CAN qui nous offre le trophée. Tu fais bien d'en parler, Ibrahim. Je voulais vite faire rebondir sur ce souvenir. Pourquoi? Parce que Jazili marque le premier but de la compétition et finit
et le dernier buteur de la même compétition. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Il marque le premier but contre le Rwanda. Exactement. Ouais. Voilà, parfait. Mohamed, vas-y. Moi, ça va être le même joueur, donc Ziad Jazili, mais vraiment à un moment différent. C'est après le Tunisie-Sénégal, l'accolade de l'attaquant avec son entraîneur, Roger Lemaire. Oui, avec Lemaire, exact. Franchement, ça m'avait beaucoup surpris parce que je me suis dit, voilà, il y a vraiment une très très belle ambiance au sein du vestiaire. Alors que je pensais vraiment les rapports humains entre l'entraîneur et les joueurs étaient vraiment négatifs. Et ça m'a permis de voir une autre facette de l'entente entre le joueur et l'entraîneur. Tu vois, ça m'a fait beaucoup plaisir. Mm-hmm. Non, c'est vrai qu'il y avait une vraie osmose entre Lemaire et certains joueurs. À chaque fois qu'un joueur marquait, surtout Mesby, je crois que Mesby marque dans des matchs amicaux, il va tout de suite voir Lemaire en premier, je m'en rappelle. Je sais plus c'était quel match amical que j'ai vu tout à l'heure. Il y avait une vraie osmose entre l'entraîneur et les joueurs. Sofiane. Moi, c'est la célébration en fait après le but de Jawar Mnari en quart de finale contre le Sénégal. Voilà, c'est-à-dire le groupe qui a enlacé ensemble, etc. Et de Ravi Jaidi qui en fait qui se ramasse le pauvre. Qui se ramasse en fait, mais il se ramasse mais tout en souriant et je trouve ça énorme. Ça symbolise en fait l'osmose qu'il y avait dans le groupe et la joie à ce moment-là. On va reparler après d'éliminer c'est un soulagement, du Sénégal. c'est un vrai soulagement. Surtout d'éliminer une équipe du Sénégal. On va en parler après. Qui est l'une des meilleures c'est peut-être l'une des meilleures de l'histoire du Sénégal. Il y a 2 ans. Ouais. C'était la génération dorée des Lions de la Teranga. Et qui est quart de finaliste 2 ans avant au mondial. Donc c'est éliminé qui élimine la Suède en 8e, je crois. En 8e, et c'est éliminé but en or la Turquie. La Turquie, exactement, c'est bien ça. Bah tiens, Ziad, je te laisse la parole. Ton premier souvenir, vu que toi, tu l'as vécu de Tunisie. Alors, moi, c'est tout de suite le match du Sénégal. J'ai été au stade. J'étais assis au pelouse supérieure et on voyait rien, absolument rien. Le brouillard était là, les fumigènes étaient là. Je te rassure, chez nous aussi, on voyait plus rien à la télévision. Oui, en fait, non, au stade, c'était différent parce qu'on entendait un gros ilier. Et voilà, donc franchement, on comprenait rien. Et bon, c'était un but. Ok, ouais, j'avais oublié de remettre le micro. Désolé. Qu'est-ce que je voulais dire donc, on va ensuite enchaîner, les amis. On va enchaîner sur les matchs amicaux. Sofiane, je te laisse rapidement sur les matchs amicaux de 2002 à 2004, donc l'après Coupe du Monde 2002. Et jusqu'à la compétition. Il y avait le match contre le Portugal, on avait la Suède, on avait le Cameroun, on avait le Ghana aussi. Vas-y, je te laisse la parole. Alors, donc comme tu as dit, il y avait le match contre la France, par exemple. Le match contre la France, c'est un match qui se passe à Radès en été, donc c'était le match habituellement l'été. Qui avait lieu en août à l'époque, maintenant ce n'est plus le cas, ils ont été supprimés depuis. Et c'est un match contre une équipe de France qui est sortie au premier tour donc, de la Coupe du Monde 2002, c'est juste après la Coupe du Monde 2002. La Tunisie aussi dans le même cas, c'est-à-dire qu'on a une équipe qui est sortie au premier tour de la Coupe du Monde 2002. Et là, c'était important, on va dire, entre guillemets, pour la sélection, après un mondial très triste, et où la presse a beaucoup critiqué la sélection, les joueurs. Il y avait la place pour aller en 8e, où justement la sélection a été énormément critiquée. C'était une sorte de match un peu de rédemption, même si c'était un match amical, mais c'était un match un peu où la sélection devait se racheter et devait commencer, on va dire, les 2 ans de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations en 2004 qui va avoir lieu en Tunisie même. Donc dans ce contexte-là, donc la Tunisie accueille la France, voilà, il y a une ouverture du score de notre ami Michael Sylvestre pour les fans de Manchester United. Enfin, les fans de Manchester United se souviendront de ce défenseur. Et sur un corner de Zizou. Et après, donc il y a une égalisation. Donc on va dire une interception de Razi Jaid, presque non loin du rond central. Et après qui va décaler sur le côté. Et je sais pas qui décale, je crois que c'est Mourad Merki, je crois,
qui centre et qui trouve la Contre tête la France. et qui trouve Oui, c'est Melk qui centre pour Zitouni. Qui trouve la tête de Ali Zitouni et qui égalise. Qui trompe Grégory Coupé et qui fait chavirer tout le stade. Et attendez, ce jour-là, j'y étais aussi au stade. J'avais 13 ans. Et le stade, il était archi plein, quoi. Il y avait 70 000 supporters minimum. Pour Zidane, c'est pour voir surtout Bien Zidane. Sûr, c'est pour Zidane. Bien sûr, c'est pour Zidane. Zidane, Henry, tout ça, je pense. Bon, mais aussi, il y avait les Tunisiens qui habitaient à l'étranger. C'était en mois d'août, si ma mémoire est bonne. Et franchement, c'était une ambiance comme si on était au Stade de France. On prend un petit vol en direction Radès et puis on refait le trajet. C'était magnifique, cette ambiance-là. Ok, parfait. Donc, on a fini très rapidement avec les matchs amicaux. On va parler très rapidement. Alors, hop. Il faut aussi parler, Khaled. Attends, il faut parler du match contre le Portugal aussi, Khaled. Oui, quand Boumnigel il fait une petite erreur. Boumnigel fait une erreur et un joueur que tu apprécies fort bien, Paoletta. Va profiter de cette erreur-là, et c'est un gros Portugal avec Costinha, avec Figo, avec Simaero, avec Petit. Rui Costa, bien entendu, un joueur très élégant d'ailleurs. Je crois qu'il y avait Ricardo, il me semble, Cristiano n'est pas là. Cristiano n'est pas encore là. Non. Il vient 2 ans après. Donc le gardien c'est Vitor Baia, je me rappelle très bien de ce match. Et, grosse équipe du Portugal. Hein. Très très grosse équipe du Portugal qui elle-même préparait l'Euro 2004. Donc les deux équipes préparaient des compétitions qui étaient organisées sur leur territoire. Et c'était un match énorme. Ils vont perdre malheureusement. Contre la Grèce, ils vont perdre le match d'ouverture et le match et la finale. Et la finale. Contrairement à la Tunisie qui va gagner le match d'ouverture et la finale. Et on est au-dessus, on est au-dessus du Portugal. oui, c'est vrai. Et du coup, ça a été un match amical aussi très symbolique, ce match amical-là. Sans oublier le match aussi du Cameroun avec le but et la frappe de loin de Bouazizi. Et je crois qu'il me semble que c'est la seule fois qu'on a battu le Cameroun dans un match. Je crois que c'est la seule victoire. Exactement, c'était la seule fois qu'on battait le Cameroun. Exact. Parfait. On peut toucher un petit mot sur les favoris, les outsiders, les absents de cette compétition. Ghana, Côte d'Ivoire, Libéria. Voilà, ils sont pas là. Brahim, qu'est-ce que tu en penses de ces grosses absences? C'était des gros morceaux, de grandes équipes. Et c'est vrai qu'une CAN sans le Ghana, par exemple, c'était quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude de voir à l'époque. C'est vrai, surtout que le Ghana est notre bête noire historiquement. Zied, dis-moi ce que tu en penses sur ces absents. Bon, à mon avis, le Ghana et la Côte d'Ivoire, ils préparaient une nouvelle génération. Hein. C'est clair et net. La Côte d'Ivoire, elle préparait les Yaya Touré, les Kolo Touré, les Drogba et tout. Le Ghana, ça a pris encore un peu de temps, un peu plus de temps, pardon. Mais si je me rappelle bien, le Ghana en 2008, c'était du ouf. Hein. Donc en 4 ans, ils ont construit une équipe redoutable. Ils ont joué le Mondial 2006, n'oublions pas. Hein. Ils se sont qualifiés en 8e de finale. Ils sont fait éliminer face au Brésil, 3-0. Et donc voilà, le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'était un fin de cycle et préparer la nouvelle génération. Donc peut-être c'était une surprise à cette époque-là parce que je me rappelle pas les matchs de qualification. Franchement, j'ai complètement oublié. Mais ce qui est sûr, c'est on revient sur les noms et tout. Donc c'est clair que ces deux grandes nations du football africain étaient en train de renaître en fait. Parfait. Ouais, écoute, c'est vrai que le Ghana et la Côte d'Ivoire, c'est vraiment deux grosses absences. Et qu'est-ce que vous en pensez des nouveaux qui sont arrivés? Donc, le Bénin, le Rwanda, on en a touché un mot en début d'émission. Le Zimbabwe, première participation. Zied, vas-y, dis-moi un petit peu ce que tu en penses de ces nouvelles équipes, surtout le Rwanda qu'on a joué lors du premier match. Oui, c'était une surprise pour tout le monde. Pour tout le continent, le Rwanda avec tous les problèmes qu'ils avaient dans leur pays, un petit
Une petite pensée aux familles décédées, hein, parce que c'était un génocide franchement très terrible. Je comprends pas franchement comment ils sont arrivés là. Bon, bref, ça c'est un autre sujet. Et chaque Coupe d'Afrique, on a des surprises. Si ma mémoire est bonne, à chaque édition de la CAN, il y avait des surprises. On se rappelle de la Zambie qui gagne la CAN. Exactement. Et c'est ça qui fait le charme de la CAN, en fait. J'aime bien ces nations, hein, ces petites nations qui se faufilent dans la phase des poules de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations, et qui font une belle prestation pour au moins masquer leur absence des dernières éditions. Parfait, ouais, bah écoute, Brahim, t'en penses quoi de ces nouvelles équipes qui sont arrivées en 2004? Ben, je me rappelle surtout du Bénin de Sessegnon. Oui, c'est vrai, c'est Stéphane. Oui, de Stéphane Sessegnon, et c'était une belle petite équipe contre laquelle on avait joué en match de préparation avant la CAN. Mais malheureusement, ils sont tombés dans un groupe assez compliqué par la suite. Oui, Maroc, Nigeria, Afrique du Sud. Les écureuils du Bénin. Les écureuils, ouais. Les écureuils du Bénin. Par contre, le Rwanda a failli, je dis pas failli, mais a fini avec 4 points, 3e, derrière la Guinée. Bon, Toun, c'était 7e, 7 points, pardon, premier avec 7 points. RDC, 0 points. Zimbabwe, 3 points. Donc pour une première CAN, ça a été plus ou moins positif pour ces 3 équipes. Oui, carrément. Bah, le bilan, il est pas mal du tout, hein. Mais après, bon, c'est une première. Le Rwanda et la RDC ont joué contre la Tunisie dans notre stade. La Guinée avec Henri Camara, si je me souviens bien, non, était pas mal. Titi Camara, ouais. Ah, Titi Camara, voilà. Titi Camara, Feindouno, voilà, c'était une belle génération de la Guinée. Fodé Mansara, exactement. C'était une belle génération et c'était un match très difficile que Tunisie-Guinée. Si vous vous rappelez bien, c'était le jour de l'Aïd el-Kbir. Et, oui, c'était le jour de l'Aïd el-Kbir en Tunisie. Le stade était vide, hein. Les gens ils mangeaient encore du méchoui et du couscous. Donc voilà, c'est tout à fait compréhensible. C'est pour ça que les joueurs étaient un peu balourds. Oui, exactement. Et c'était on avait souffert contre cette équipe. Hein. Bah après, les 2 équipes étaient qualifiées, donc vous avez 2 victoires chacune, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, mais la Guinée a vraiment joué un très grand match parce que la Guinée, si elle terminait première, peut-être. Oui. Pardon ? Elle voulait finir peut-être première. Exactement, parce que le premier jouait les matchs au stade de Rades, le deuxième il allait à Almanza. Donc c'est pour ça en fait. D'accord. Bon après c'est pas un grand déplacement, mais. Oui, c'est pas un grand déplacement, mais imaginez si la Tunisie terminait deuxième, on aura joué les matchs à Stade El Manza, et Stade El Manza, c'est pas un bon souvenir pour les Tunisiens en Coupe d'Afrique. Hein. Rappelez-vous en 94. Oui. Mais les gars. Oui, vas-y Momo. Il faut pas oublier que la Guinée aussi, ça a été une sorte de bête noire pour la Tunisie. Hein. On tombe souvent contre la Guinée et c'est jamais facile. Je me rappelle même, je pense en 2 années après, on a perdu 3-0 contre cette équipe-là. Donc moi, ce match-là, il m'a beaucoup fait peur. Hein. Contre la Guinée, ouais, c'est vrai que. On a un passif contre la Guinée, c'est vrai que. Etc. C'est du lourd un peu. Je vais parler sous le contrôle de Zied, mais à l'époque déjà, pour la qualification à la Coupe du Monde 78, il me semble qu'il y en a un match aller-retour à Conakry, Tunis. Donc le match aller à Conakry, le retour est à Tunis, à El Menz, où on galère pas mal contre une très grosse équipe de Guinée qui avait la base, on va dire, l'ossature du Afia. Donc le Afia était dans les années 70 l'équipe phare en Afrique, le club phare, et qui remportait des Champions League. Donc c'était une équipe très redoutable. Et on a souvent galéré contre la Guinée, et ça s'est confirmé lors de ce premier tour. Moi, par contre, il y a une chose que vous avez oublié, les amis, de parler par rapport au premier tour, c'est justement la relation entre Francisco dos Santos et Ziad Jeziri. Parce que au départ de la compétition, je crois, il me semble, bon, j'étais assez jeune, mais il me semble que il y avait eu des rumeurs comme quoi ils ne se pouvaient pas se piffrer, qu'ils s'aimaient pas. Et qu'au final, en fait, c'était des bullshit, parce que au final, ils sont arrivés, ils ont montré dès le premier match contre le Rwanda que, en fait, ils étaient complémentaires et qu'ils se trouvaient les yeux fermés.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ils ont formé un super beau duo. Ces deux-là, deux enfants de l'étoile, Ibrahim. Oui, exactement. Ils ont joué ensemble à l'Étoile, ils se sont entraînés ensemble. Santos a laissé de très bons souvenirs à l'Étoile et du coup, ça a fait énormément plaisir à Zil Jezil d'évoluer aux côtés de Santos et de former ce duo redoutable qu'on avait durant la CAN 2004. D'ailleurs, Santos qui finira meilleur buteur avec 4 autres joueurs. Je crois qu'il y a Mboma, je crois, Kanouté, je crois, je sais plus. Et Mokhtari, le joueur marocain. Mokhtari. Alors, c'était, Exactement. je vais Et Okocha. les 5 premiers. Vite fait, donc Santos, c'était 4 buts, suivi de Mokhtari, 4 buts, le Marocain, Patrick Mboma, 4, JJ Okocha, 4, et Frédéric Kanouté, 4 buts. Voilà les 5 premiers buteurs de la CAN. Ok, parfait. Bah écoutez les gars, D'ailleurs, vas-y. Si t'as l'équipe Allô type Vas-y. de la compétition, si tu pourrais nous la donner. Je te trouve ça, je l'avais sous les yeux. Je crois que au cage, c'était Enyama. Voilà, je l'ai. Voilà, ouais, c'est bon. Vincent Enyama au cage qui Vincent fait Enyama, une bonne canne. Très bon gardien. À droite, Regragui qui fait une belle canne sur le côté droit. Walid Regragui qui est devenu entraîneur aujourd'hui, je crois. Qui est entraîneur. Oui, à FUS Rabat, oui. Voilà. Khaled Badra et Wadou, le Marocain dans la charnière centrale. Et Timothée Atouba. L'ancien ancien. Exactement, de Nancy. Ouais. Et Atouba, latéral gauche camerounais. Oui. Timothée Atouba. Qui s'est distingué pendant cette CAN. C'était le seul Camerounais qui a fait forte impression. Exactement. Et au milieu de terrain, on a l'Algérien Karim Ziani, un grand, très bon joueur de Ligue 1 avec Marseille. Je crois Lorient. Je crois qu'il a joué à Lorient aussi. Riyad Bouazizi, voilà, devant la défense. Oui, il a joué à Lorient, oui. Voilà. Et JJ Okocha et John Utaka au milieu de terrain. Très bonne équipe, voilà, avec JJ Okocha, John Utaka, Riyad Bouazizi, Karim Ziani et Federico Marcanouté, Francilio dos Santos est en attaque. Une équipe assez logique, on va dire. Oui, voilà, c'est... Mais ce qui est important dans cette information, c'est qu'on remarque beaucoup d'absence des stars du continent. Rigobert Song, Samuel Eto'o, Patrick Mboma, Mido aussi, qui jouait à l'Ajax en 2004, n'est-ce pas, Sof? Oui, Mido qui jouait à l'Ajax en 2004. Oui, donc il y avait beaucoup de stars. Non, qui jouait à l'OM en 2004. Ah, à l'OM, c'était à l'OM? Oui, oui, avec Drogba, oui, exactement. Avec 2004, c'était Oui, exactement, oui. Donc voilà, il y a beaucoup d'absents, beaucoup de stars absents de ce 11 de l'équipe type. Parfait pour l'équipe type, les gars. On va parler très rapidement, le nom du ballon, Ferrovaria, le ballon de la Coupe du Monde 2002, Sofiane, rapidement. Le ballon de Ronaldo, hein. Exactement. C'est le ballon de Ronaldo. Exact. L'un des plus moches de l'histoire. Je suis désolé de le dire, mais je le trouve pas beau comme ballon. Mais toute la compétition était la plus moche de toute l'histoire. Hein. Bon, bref. Oui, c'est vrai. Je sais que t'as un avis assez tranché sur le Fevernova, donc ballon justement de la Coupe du Monde 2002. Voilà, le ballon du doublé de Ronaldo face au grand Oliver Kahn. Donc voilà, ils ont préféré la CAF utiliser ce ballon-là. Bon, c'était une époque assez ancienne maintenant, donc il y a 15 ans. Aujourd'hui, la CAF a ses propres ballons, etc., son propre marketing. Donc on a fait une avancée là-dessus. C'est une bonne chose déjà, mais ça a commencé lors de la CAN 2008. Excuse-moi de vous interrompre, j'ai une information. Exactement. Ça a commencé lors de la CAN 2008 et voilà. Donc pour revenir maintenant au reste du premier tour, donc on a parlé du groupe de la Tunisie, donc la Tunisie, la Guinée ont fini premier, la Tunisie a fini première du groupe avec 7 points, la Guinée a fini deuxième avec 5 points. Pour venir aux autres groupes, donc groupe B, groupe C, groupe D, donc dans le groupe B, on a le Mali et le Sénégal qui vont terminer respectivement premier et deuxième du groupe. Donc quels sont vos souvenirs un peu du Mali et du Sénégal? Donc deux grosses générations pour les deux équipes. Ibrahim, venir par Mali au Sénégal. Le Mali a fini première de son groupe avec un Kanouté
en super grande forme. Donc voilà, pour le Mali, le Cameroun a fini aussi première de son groupe. Et je pense que le Mali, justement, a fait forte impression au premier tour. D'accord, très bien. Mohamed Ali, c'est quoi ton avis sur le Mali et le Sénégal? Moi, déjà, petite surprise concernant le Mali qui finit premier du groupe devant le Sénégal, sachant qu'en plus, on sait qu'il y a une petite rivalité entre le Mali et le Sénégal. Et le Sénégal, comme on l'a dit, post-Coupe du Monde 2002, grosse équipe. Ouais, grosse rivalité, Afrique de l'Ouest, tout ça. Voilà, petite génération aussi qui est née à partir de là, de l'équipe du Mali, avec les Mamadou Diarra, les Kanouté, les Keïta, et j'en passe encore. Exact. Mamadou Diarra qui était à Lyon à l'heure actuelle. Exactement. À cette époque-là, Seydou Keïta. Ouais, c'est vrai, c'était une très grosse génération du Mali. D'ailleurs, qui aurait mérité un titre africain. Je sais pas pour vous, les amis. Ce Mali-là. Comme le Sénégal. Exactement, comme le Sénégal. Après, le Sénégal, c'est plus un truc psychologique, j'ai l'impression, parce que ils ont quand même fauté en 2002. Je pense qu'en 2002, le titre leur était acquis. Mais ils fautent toujours quand ils jouent contre le Cameroun. D'ailleurs, je charrie souvent mes amis sénégalais sur ça, sur les confrontations avec le Cameroun. Et on a pu le voir à la CAN 2017 aussi. Et donc voilà, je pense que ces deux équipes-là auraient mérité d'avoir une CAN et ils n'en ont jamais eu dans leur histoire. Mais c'était quand même deux énormes générations, le Sénégal avec Ladji Diouf, avec Habib Beye, avec Papa Bouba Diop, Lamine Diatta, Non, une grosse équipe du Sénégal. Tony Silva, Très, très grosse équipe. voilà, Ferdinand Coly et j'en passe. Passons au groupe C, les amis. Donc le groupe C est composé de Cameroun, Algérie, Égypte, Zimbabwe. Le classement, donc ça a été le Cameroun premier et l'Algérie deuxième. Donc c'est quoi vos avis, Zied? Par exemple, Zied aussi, t'as pas donné ton avis sur le groupe B, donc vite fait en 30 secondes si tu pourrais. Bon, le groupe B, ce qui m'a marqué, c'est le Sénégal, bien sûr. On se souvient du 31 mai 2002, ce but de Bouba Diop face à l'équipe de France, tenant du titre. Oui, historique. Donc cette génération, franchement, elle faisait rêver. Quand j'étais petit, on parlait toujours de la Diop, de Fadiga. Donc c'était une génération vraiment dorée. Elle nous faisait rêver, quoi. Par contre, le Mali, ça a été le début d'une génération, ça a continué après. C'est vrai que le Mali finit premier avec 7 points. D'ailleurs, c'est une petite surprise de voir le Sénégal deuxième, non? Vous trouvez pas? Bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que le Sénégal, il joue le pays organisateur en quart de finale. Peut-être qu'ils auraient voulu éviter. Voilà, donc c'est... Ce qui est sûr, c'est que les Tunisiens ont voulu éviter le Sénégal à tout prix. On avait peur, mais une peur quand on a su qu'on va jouer le Sénégal. Oh là. Exact. C'est vrai, je me rappelle très bien. Et excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez confirmer, c'était qui l'entraîneur du Sénégal à ce moment-là? Est-ce que c'était le regretté Bruno Metsu ou pas? C'est ça que je voudrais savoir. Oula, non, il me semble, Guy Stéphane, voilà. Guy Stéphane, voilà, qui était adjoint de Metsu 2 ans plus tôt. Ok, très bien. Ensuite, sur le Cameroun-Algérie, donc je vais vous laisser la parole aussi. Brahim, tu vas commencer. Cameroun premier, Algérie deuxième. Logique. L'Égypte qui fait une troisième avec 4 points, même nombre que l'Algérie. C'est logique. Le Cameroun était a déjà fini champion de l'édition précédente en 2002. Oui, ils viennent en champion en titre en plus. Voilà, on a envie de le dire. Donc c'est logique, le Cameroun faisait partie des favoris. Et ensuite, l'Algérie, elle a gagné le match qu'il fallait gagner, le match contre l'Égypte, à 6 points, voilà, contre l'Égypte, avec le slalom de l'arrière droit. J'ai oublié, son nom m'échappe. C'est pas Achoui, un truc comme ça, j'ai oublié son nom aussi. Oui, c'était Achoui, je pense. Oui, Achoui, je crois, c'est ça. Achoui. Donc le slalom de l'arrière droit qui marque un magnifique but qui permet justement à l'Algérie de se hisser en quart de finale. On va rappeler un peu pour nos auditeurs, etc. Ça fait partie de la culture foot, donc on va vous rappeler un peu les joueurs qui ont joué dans cette équipe du Cameroun et dans cette équipe des Fennecs, bien entendu. Donc au Cameroun, on avait Samuel Eto'o-Fils, on avait Patrick Mboma, on avait le début de Kameni, on avait Jérémy Njitap, on avait Modeste Mbami, voilà. Rigobert Song. Oui, c'est vrai. Totalement. Donc, une génération monstrueuse des Lions indomptables. Et chez les Verts, on avait, on va dire, bon,
les auditeurs qui sont algériens des Teshkil vont nous dire que ce n'était pas la plus belle génération d'Algériens, c'est vrai. Mais il y avait quand même dans cette équipe, j'ai la liste sous les yeux là, on avait quand même Antar Yahya, qui est un très bon joueur, qui a joué par la suite en Tunisie à l'Espérance, Jamel Belmadi, Yazid Mansouri, Fodil Hadjaj, qui a joué au FC Nantes à l'époque, Karim Ziani, qui était à 3 à ce moment-là, et devant on avait Mansour Boutaboud, Abdelmalek Cherad et l'éternel. Très bon joueur, Cherad. J'aimais bien Cherad. Exact. Et l'éternel aussi, quand je dis l'éternel, je crois que vous allez tous me rejoindre, Nassim Akrour, qui joue toujours. Oui, en Nassim. En DH, en Isère. Il joue toujours en plus. Et oui, 45 ans, il joue toujours, Nassim. Et toujours performant, en plus à son niveau. Un exemple de régularité. Voilà. Bravo à Nassim. Donc voilà, deux grosses équipes, quoi. Oui. Juste un petit truc. Le souvenir avec le Cameroun, c'était les combinaisons Puma, là. Vous vous rappelez ou pas? Oui. Ouais, c'était une révolution. C'était une révolution, une combinaison dans le monde du football. Imaginez un peu, hein. Oui, ils avaient les débardeurs aussi, les débardeurs. Je crois que c'était Cannes 2000. C'était Cannes 2002, pardon. 2002, ça. Débardeurs, 2002 avec les débardeurs. Et à la Coupe du Monde, dans la Coupe du Monde en Corée et au Japon, ils ont interdit le débardeur, donc ils étaient obligés de mettre en dessous un t-shirt noir. Voilà. Exactement. Non, mais de toute façon, il y a toujours eu une histoire forte entre le Cameroun, la fédération camerounaise et l'équipementier Puma. Il en faisait tout le temps des spéciaux. Et on a omis de aller aussi. Quand tu parles de Puma, Khaled, c'est que Puma, à ce moment-là, c'est à partir de 2004, qui se dit quoi? On va investir dans le marché africain. Donc, c'est pas pour nous, les gars. 2006, il y a beaucoup de... Les 3/4 des sélections, c'est Puma. 3/4 des sélections à la CAN, c'est Puma. Et pour finir, donc, on a le Maroc et le Nigeria. Donc, Nigeria 2e. Gros groupe aussi assez relevé. Avec l'Afrique du Sud et le Bénin. Le Maroc gagne le match décisif contre le Nigeria qui lui permet de finir premier du groupe, 1-0, but de Youssouf Hadji à Monastir, au stade Moustapha Benjanet. Un mot, les amis, sur ça? Bah écoute, vas-y, Mohamed. Ok, merci. Bah écoutez, moi, le premier match, ça a été une grosse surprise pour moi. Malgré que l'équipe du Maroc était vraiment complète et talentueuse, le premier match, défaite du Nigeria, là, comme ça, je me suis dit, franchement, cette Coupe d'Afrique allait vraiment nous faire quelques surprises et c'est pas plus mal. Vraiment pas plus mal. D'ailleurs, Mohamed, tu fais très bien d'en parler parce que j'ai vu très rapidement revenir sur le groupe C. L'Égypte perd aussi contre le Zimbabwe, première participation, et quand on connaît l'histoire de l'Égypte, perdre le premier match, c'est assez une grosse surprise. Ouais. Je pense que l'Égypte, ça a été une anomalie cette 4, parce que très très bien, je pense qu'il y a eu entre deux, c'est-à-dire une Égypte qui a été victorieuse en 2000, il me semble, et une Égypte qui, voilà, entre 2002 et 2004, n'a pas fait long feu, etc. en Coupe d'Afrique. En 98 en 98, pardon. 98, c'est 98, je pense que c'était l'entre-deux de deux générations et celui-là qui symbolise, on va dire, ce lien entre les deux générations, 98 et 2006, c'est Issam El Hadari, gardien égyptien, et l'Égypte, justement, à travers l'Ahli qui commençait à revenir qui ont toujours été sur le devant de la scène, en fait, en Afrique, ont pu sortir se renouveler. Et bon, l'histoire, on la connaît. On vous renvoie vers un podcast des libéraux qui parle justement de cette grande équipe d'Égypte. Voilà. Mais pour moi, je trouve que le Maroc, en fait, ça a conditionné cette victoire, en fait, 1-0 face au Nigeria, ça a conditionné totalement, en fait, la compétition. Ça a conditionné totalement la compétition et ça a permis à Badou Zaki de gagner, je pense, de fédérer un groupe, en fait. Et ça a toujours été ça le problème du Maroc, c'était de fédérer, en fait, de passer outre les clans. Et je trouve que cette victoire a totalement fédéré un groupe. Donc il n'y avait plus de binationaux, pas binationaux, berbérophones, arabophones, néerlandophones, francophones. C'était terminé. Et ça a permis justement d'enchaîner après 4-0 contre le Bénin, 1-1 en finale contre l'Afrique du Sud. D'ailleurs, même le Nigeria met un gros score contre l'Afrique du Sud 4-0. Donc, on va dire c'est les deux premiers logiques du groupe. Voilà, les deux premiers logiques du groupe, Maroc-Nigeria. Malheureusement, le Bénin a 0 point. C'est-à-dire avec le Congo. Et la seule équipe qui a marqué aucun point dans cette CAN 2004. Donc,
On va commencer, donc on va enchaîner sur la liste, les amis. Donc avant de parler du premier tour de la Tunisie et développer bien comme il faut, on va parler de la liste des 22 sélectionnés par notre ami Roger Lemaire. Donc je vais vous citer les noms, donc et vous allez chacun me donner votre avis sur la liste, l'un après l'autre, bien entendu. C'est bon pour vous? Allez, c'est parti. Vas-y. Alors, gardien Ali Boumnijel, qui jouait à l'époque au Football Club de Rouen. Voilà. Khalid Badra, qui jouait à l'Espérance sportive de Tunis. Karim Hagui, qui avait 20 ans à l'époque, qui jouait à l'Étoile sportive du Sahel. Alaïdine Yahya, qui jouait à l'Anavanguena à l'époque. Voilà. Qui avait fait une bonne petite saison avec Malouda, Drogba et la compagnie. Ziad Jeziri, qui jouait à Gaziantep Sport en Turquie. Hatem Trabelsi, qui jouait à Ajax Amsterdam. Ahmed Mhazbi qui joue à l'Étoile sportive du Sahel, Mehdi Nafti qui joue au Racing de Santander en Liga, Najah Braham qui jouait à l'Eintracht Trier dans le troisième niveau en Allemagne, Qais Rosban qui jouait à Diyarbakir Sport, qui était à l'époque en Super League turque, Francisco dos Santos bien entendu à Sochaux, Jawad qui était à l'Espérance à ce moment-là, Riyad Bouazizi qui était avec notre cher ami Ziad Jazir et à Gaziantep Sport, Adel Chedi qui était à Sochaux avec Santos, Radi Jaidi à l'Espérance, Khaled Fadr au club sportif sfaxien, Mohamed Jdidi qui était à l'Étoile sportive du Sahel, notre ami le petit prince du parc Slim Ben Achour qui joue au Paris Saint-Germain, comme vous pouvez le voir dans son surnom, Anis Ayari qui était au Stade tunisien, José Clayton qui joue à l'Espérance, Karim Saïdi au club africain et Khaled Azaïs au club africain. Mohamed, un mot sur cette liste? Je vais un peu être langue de bois, mais pour moi, c'est une liste logique, vu qu'il y a eu la victoire au bout. Moi, je trouve que c'est une liste logique et très, très équilibrée. Un mélange de jeunesse, d'expérience et beaucoup de discipline. Ouais, très bien. Tu trouves pas l'absence de Zitouni? Si, bien sûr. Moi, je crois que c'est peut-être le seul point de discorde parce que bon, Brahim, voilà, troisième division allemande, etc. T'avais Zitouni qui a marqué des buts importants dans des matchs amicaux contre le Portugal et la France. De très très jolis buts en plus. Ouais, en plus. Comment dire, lorsque l'entraîneur construit un groupe, c'est pas vraiment que les 22 meilleurs joueurs, c'est vraiment un groupe. Et je pense que le problème à Ali Zitouni allait se poser dans le vestiaire et vraiment aller pourrir le vestiaire, quoi. Donc je pense que le choix de prendre le troisième attaquant Najah était plus malin que de se coltiner le problème à Ali Zitouni toute la compétition, quoi. Okay. Mais tu penses vraiment, je te interagis avec toi, mais tu penses vraiment que Ali Zitouni aurait posé un problème vraiment dans le vestiaire, ou je pense qu'il aurait accepté d'être le troisième choix. Enfin, je pense. Moi, je pense pas. Je pense pas. Après, je connais le caractère de Ali Zitouni, c'est pas quelqu'un qui va créer des problèmes. Mais vu qu'on connaît la relation de la presse avec Roger Lemaire, je pense que c'est une question qui allait se poser un problème à toute la compétition, quoi. Mais tu penses pas un truc, juste une dernière question, mais tu penses pas le fait que lors de la Coupe du Monde 2002, que Zitouni était vraiment tout le temps remplaçant et qu'il faisait des entrées très intéressantes contre le Japon, la Belgique et la Russie? Je pense pas qu'il y a eu un petit problème de, je sais pas, peut-être de frustration, parce que quand il rentrait dans ces matchs de Coupe du Monde, il était toujours intéressant et on comprenait pas pourquoi il était tout le temps remplaçant et c'était toujours Jazir et j'ai oublié t'avais un match où c'était Selimi qui était aussi titulaire, tandis que dans certains matchs, un petit peu de vitesse nous aurait fait du bien avec Zitoun et Jazir devant. Moi, franchement, comment dire, je suis d'accord avec toi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup le joueur, même le profil de joueur. Je pense que c'est un profil qui nous a manqué. Mais c'est comme ça dans toutes les nations. Il y a une liste à faire, il y a un choix à faire, il y a des sacrifices à faire. Et Roger Lemaire l'a fait, et il a gagné, quoi. D'accord. Vas-y, Brahim, apparemment, tu as une explication pour le cas Zitouni. Ben, déjà, pour revenir à la Coupe du Monde, il faut savoir que Zitouni, il sortait d'une grave blessure.
qu'il avait empêché de jouer la CAN 2002, justement. Donc il avait quasi pas joué de la saison et c'est ce qui explique la raison pour laquelle il jouait des bouts de match en Coupe du Monde. D'accord. Il avait eu il n'avait pas eu assez de temps pour se préparer à la Coupe du Monde. Maintenant, en ce qui concerne la liste, je pense que Roger Le Maire a pris deux paramètres en compte. Il y avait la forme du moment, c'est-à-dire qu'il y avait Najah Abraham qui était buteur dans son équipe, qui marquait beaucoup de buts dans son équipe, et qui avait marqué lors des matchs de préparation. On se rappelle de son premier but pour sa première sélection dans le match amical contre la Suède. Exact. Et Santos, qui venait d'être naturalisé, était un des meilleurs buteurs de la Ligue 1 en phase aller. Et du coup, avec Sochaux, la forme du moment a joué. Et la deuxième explication, je pense qu'elle est purement tactique. À Zitoun, il y avait un profil assez similaire à celui de Jeziri et Santos. Donc un attaquant qui cherche la profondeur, qui fait des appels dans le dos de la défense. Alors que Najah Abraham était plutôt un attaquant de soutien qui jouait dos au but, qui permettait au bloc de monter, aux ailiers de faire des appels en diagonale dans l'axe. Et donc du coup, je pense que Roger Le Maire cherchait un certain équilibre dans sa liste. Et il a dû sacrifier Zitouni malheureusement. Mais je pense que si la naturalisation de Santos n'avait pas abouti, je pense qu'on aurait vu Zitouni durant cette CAN. D'ailleurs, dans les Jeux Olympiques qui ont suivi, Zitouni était l'attaquant numéro 1 de la Tunisie. Parfait. D'ailleurs, dans la liste que Sofiane a citée, on a Karim Hagi. C'est peut-être là où il s'est révélé parce que moi je le connaissais pas à l'époque. Oui, c'est là. C'est vraiment révélé au grand public et au plus haut niveau. Et c'est là qu'il se révèle, et c'est là qui se révèle en particulier contre le Nigeria. Contre le Nigeria en demi-finale. C'est là qu'on voit, on va dire, entre guillemets, l'arrivée, on va dire l'émergence, en fait, le début de la carrière internationale de Karim Hagi, qui a 20 ans à cette époque-là. Surtout la force de caractère de Karim Hagi. Exact. On en reparlera. Une force de caractère monstrueuse. On en reparlera. Une force de caractère monstrueuse. Et de base, il devait pas être dans la liste. C'est ça le truc, en fait. C'est-à-dire qu'il y a 6 joueurs qui ont été écartés. De Anis Boussaïdi, Mohamed Mkacher, qui est de base, qui doit être dans la liste. C'est-à-dire que, avant la CAN, quand on regarde, en toute objectivité, les amis, Mohamed Mkacher a plus d'expérience que Karim Hagi. Mohamed Mkacher a fait les JO 16. Les JO, il marque contre l'Argentine. A fait la CAN 2002, a fait la Coupe du Monde 2002. Donc, il a plus d'expérience et de background international que Karim Hagi. Et là, c'est un choix fort de Roger Le Maire. Le Maire de préférer justement de voir le potentiel de Karim Hagi. Et au final, ça s'est avéré payant, parce que Karim Hagi, au final, dans la foulée, puis après, il enchaîne une carrière au Bayer Leverkusen, à Stuttgart, dans des bons clubs allemands, et il finit en Suisse, à Hanovre, et il finit à Saint-Gall en Suisse. Et il enchaîne aussi un nombre de sélections assez conséquentes pendant on va dire, quasiment 10 ans. Je pense que justement, la polyvalence de Karim Hagi, elle a pesé dans la balance. Durant les matchs amicaux, il a été testé en arrière droit, parce que Hatem Trabilsi était blessé durant la saison qui se jouait avec l'Ajax. Il était souvent blessé, il commençait à avoir des problèmes de genoux, et du coup Roger Le Maire a dû penser à un plan B, et Karim Hagi a répondu présent, a fait de belles prestations. Il a même marqué durant les matchs amicaux de préparation. Et voilà, il a fait preuve de caractère aussi. On en reparlera tout à l'heure quand on parlera du match contre le Nigeria. Zied, on t'a pas entendu sur la liste. La liste, elle me semble correcte, à part comme la plupart d'entre vous, c'est Ali
Zitouni à la place de Nejh Bram parce que Nejh Bram, personne ne le connaissait à l'époque. Donc, et Ali Zitouni, c'était plus ou moins un des chouchous des Tunisiens parce que c'est toujours distingué dans les grands matchs, la France, le Portugal. C'était une star en Tunisie à ce moment-là. Oui, exactement. Les Jeux méditerranéens, les Jeux Olympiques. Bon, les Jeux Olympiques, c'était après. Donc, la qualification pour les Jeux Olympiques, son but contre le Nigeria, Soufiane, c'est ça? Oui. Qualification contre les Jeux Olympiques. Exactement. Oui, donc, c'était plus ou moins le chouchou des Tunisiens et ça a créé. C'est sur tous les fronts, c'est-à-dire en 2004. C'est-à-dire que il part, vu qu'il a commencé très jeune, toi-même tu sais, Zied. Oui, bien sûr. T'es mieux placé que moi pour en parler. Il a commencé très jeune. Allez, il a 17 ans, il me semble, non? Oui, il était très jeune. Voilà, donc il a commencé très jeune à 17 ans dans une espérance qui était voire monstrueuse entre guillemets, qui était un vrai rouleau compresseur. Il a commencé à l'Espérance et au final, on va dire le cheminement des choses voulait que ça soit lui le 9 titulaire lors de cette Coupe d'Afrique. Au final, ça ne s'est pas passé comme ça. Exactement. Donc voilà la liste. La seule polémique peut-être c'était le choix de Nejh Bram à la place de Ali Zitouni. Donc après ça, je me souviens pas d'un joueur qui a fait couler de l'encre. Mais bon, la liste elle est correcte. Hein. Elle est très très correcte, très complète. Donc voilà, il y a pas grand chose à dire sur ce point. Ok, parfait, mon petit Zied. Bon, je pense qu'on a fait un tour rapide sur la liste des 22. On va enchaîner avec le premier tour. La Tunisie, 2-1 contre le Rwanda, 3-0 contre les RDC et 1 partout contre la Guinée. Sofiane, je te laisse rapidement parler un peu du premier groupe, du groupe de la Tunisie, du premier tour. Alors, en détail. On va parler du premier. Bien entendu, Khaled, on va parler du premier tour, bien entendu. Mais on a juste omis de parler en fait des stades, des enseignes, des différents stades. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de. Qui accueillent la compétition, bon, c'est pas grave. Mais on a donc 6 stades. Donc c'est assez, à l'époque, en 2004, pour la première fois, c'est assez innovateur pour l'époque d'avoir 6 stades qui accueillent la compétition. Généralement, c'était 4, donc un par groupe pour éviter les déplacements. Les longs déplacements, on va dire, pour les sélections hautes. Donc, on a le stade olympique de Radès qui a été fondé en 2001, donc en l'occurrence, qui a une capacité de 60 000 places. Bon, voilà, c'est le plus grand stade du pays. On a le stade olympique d'El Menza qui a été fondé en 1965, qui a 45 000 places. On a le stade olympique de Sousse qui a 28 000 places à l'époque, d'ailleurs, qui va être rénové là, qui est en plein travaux. J'en place une pour Ibrahim qui ira, bien entendu, les travées du stade olympique de Sousse, qui va être agrandi à 40 000 places. Le stade qu'on attend avec impatience, ce stade. Ah oui, j'imagine. Asfax aussi, le stade Taïb Mhairi, donc qui a 22 000 places, voilà, on parle aussi d'une certaine rénovation depuis maintenant une dizaine d'années de ce stade-là. Le stade Moustapha Benjenet, où au cours des années 2010, la sélection a énormément de matchs là-bas. Oui, c'est vrai. Voilà, qui a une capacité de 20 000 places. Et un stade qu'on a parlé dans même plusieurs précédents podcasts, donc le stade du 15 octobre, surnommé le 15, le stade de Bizerte, voilà. Donc on a ces 6 stades-là, et ces 6 stades-là ont la particularité d'être dans des villes côtières. Il s'avère que, je crois que Zied va me confirmer, vivant en Tunisie, il s'avère que le pays a connu un développement à 2 vitesses pendant des années, pendant presque 56 ans, plus, et là, on voit bien une volonté politique, on va dire, de l'État de privilégier, on va dire, les villes côtières et le développement des infrastructures sportives dans les grandes villes, on va dire, les plus développées pour donner une image de la Tunisie, on va dire, qui est un peu loin de la réalité, dirons-nous. Voilà. D'accord, parfait. D'ailleurs, vu que tu as la parole, je te laisse parler. Oui. Vas-y, Zied. Juste une petite parenthèse parce que l'infrastructure était très on peut en fait rénover l'infrastructure sportive parce que la Tunisie a déposé un dossier auprès de la FIFA avec la Libye pour organiser la Coupe du Monde. Et ça, il faut le noter. Donc, il y a plusieurs stades qui ont eu des rénovations et à partir de ces rénovations-là,
on a fait un petit dossier avec la Libye pourquoi pas organiser le mondial 2010 en Afrique, ici chez nous. Mais bon, tout le monde connaît la suite. Ok. Bah d'ailleurs, Ziad, Très intéressant. dis-moi ton avis sur le premier tour de la Tunisie contre. Bon, on a eu joué contre le Rwanda, 3-0 contre la République démocratique du Congo et un partout contre la Guinée. Bon, je me souviens très bien du premier match parce que j'ai été à la cérémonie d'ouverture et le premier match contre la Rwanda. Bah, c'était un match très sous haute tension en fait. Tout le monde était très Nerveux. oui, très très nerveux. On comprenait pas nous aussi, Mais on la était nerveux contre le jurisprudence, Rwanda, ça passait pas. Mais Zied, la oui, jurisprudence Mali 94. oui, La il y avait jurisprudence des Mali souvenirs aussi, 94. mais en fin de compte, cette équipe-là, cette équipe nationale était plus forte et était très forte en fait, était structurée. On avait un très bon entraîneur, mais il y avait de la tension quand même. Mais c'était une pression. Peut-être d'avoir des souvenirs 94. Nabil Marloul y était en 94 si ma mémoire est bonne. Oui. Voilà donc Nabil Maloul, Samir Sil. oui. Voilà, exactement. Fawzer Wisi. Personnellement, avec le recul, je comprends pas comment on a eu peur du Rwanda. Après, ça s'est enchaîné contre la RDC. La machine commence à tourner, 3-0. Un bon spectacle, un grand match. Hatem Trabelsi aussi, si vous vous souvenez très bien. Oui, c'est vrai, il fait plusieurs débordements, mais après, Oui, ce qui a conditionné le match, c'est l'expulsion de Loaloa, exactement. J'allais y revenir. Le Walois qui était qui est le le meilleur bordel joueur. dans la surface de Ouais. réparation. Hein. Non, il Donc, met un coup de pied ouais, à voilà, Jawar Mneri. Il met un coup de pied, il se fait expulser. D'ailleurs, une des exactement. images fortes, c'est que le maire le prend pour le consoler et le fait sortir du terrain parce qu'il était il était hors de lui, il était en colère de se faire expulser aussi facilement. Oui. Bon, après le troisième match, c'était le jour de l'Aïd Lekbir, donc personne n'en veut à nos joueurs. Donc un partout, ça va, c'était correct. Nous avons Tout le eu monde est peur. content. Tout le monde est content. Tout le Tunis monde c'est est content, première on était et premier, Guinée deuxième. voilà. Ça va, Mhm. l'affaire est réglée, on passe au Sénégal et là, ça va commencer. La CAN, ça va chauffer dès l'annonce que le Sénégal sera deuxième du groupe B. Hein. On va en parler après du Sénégal. Exactement. On va en parler après. Momo sur Oui, sur le groupe de la Tunisie. Quelques bah, mots. écoute, oui, on s'en sort très bien. Hein. Tu vois, 7 points, 3 matchs. Le premier match à la maison, c'est jamais facile, jamais facile. C'est vrai. On peut C'est vrai que le contrôler. Rwanda a joué vraiment en mode décompression, quoi. C'était là pour faire la fête et Bien sûr, en plus bien il sûr. marque un beau but, en plus coup franc sur en lucarne poteau rentrant sur Boum Ouais, Nigel. c'est vrai, magnifique. Et en plus, voilà, comme tu as dit, équipe décomplexée. On n'avait pas beaucoup Exactement. d'informations contre cette équipe-là. C'est là C'est vrai le aussi. piège aussi. C'est C'est vrai là aussi. aussi, comme je vais un peu revenir sur la liste, il y a eu des joueurs d'expérience qui, voilà, ça compte dans les matchs comme ça. Donc ça nous a permis de lancer notre Coupe d'Afrique. Ensuite, le match contre le RDC, donc le Congo, on a les attaquants qui marquent, le Santos qui marque, donc c'est très très bien pour la confiance. Troisième match, comme l'a dit Zied, on gère, tranquille, on est premier, on fait tourner un peu l'effectif. Et Aussi. C'est vrai que tu notes un truc, Mohamed. C'est que le maire a fait beaucoup tourner dans ces 3 matchs. On n'a jamais vraiment eu une vraie équipe type indéboulonnable, pardon. Il a fait plusieurs changements durant ces 3 matchs. bien sûr, donc Mhm. ça nouveau cycle. Il n'y a rien n'est sûr à 100%. Je te parle de la composition d'équipe. Hein. Comme Mhm. ça va Bien sûr. permettre aussi aux joueurs de se donner à 100% et rien n'est acquis dans le football et voilà quoi. Je pense que c'est Exactement. un bien. Merci. Il a fait un bon management, je pense. Parfait, parfait. Sofiane, vas-y, avant de conclure avec Ibrahim. Ouais, bon, moi, je vais rejoindre Zied. Bon, le premier match, il était un peu sous tension. J'ai revu le match il y a un mois. Et au départ, on voit que voilà, ça joue dans la précipitation. Ça, on dirait qu'il y avait comme une sorte de, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, une jurisprudence 94 qui collait à la peau. Je pense que les joueurs, bon, ils ont dû voir ça quand ils étaient plus jeunes, bien entendu, mais on a dû leur répéter ça, leur répéter ça. Je tiens juste à préciser quelque chose, à revenir sur un truc extra, c'est le rapport des journalistes et des supporters vis-à-vis de ça. Euh, Moi, je dis, je le répète, ok, la Tunisie a gagné en 2004,
D'accord, on était tous contents, etc. Mais il y avait énormément de journalistes et de supporters qui étaient défaitistes avant la compétition, qui allaient au camp de base à Hammamet de la sélection. Et ça, c'est des témoignages de joueurs de 2004 qui le disent, qui allaient là-bas et qui leur disaient que vous allez jamais gagner, que vous allez sortir au premier tour, etc., etc., etc. Qui essayaient de... Oui, oui, mais non, mais c'est normal, c'est comme ça. Des fois en Afrique, c'est comme ça. Donc, qui se passait là-bas. Voilà, donc il y avait cette entre guillemets cette morosité ambiante. Ensuite, ce qui se passe, c'est ça, c'est que le premier match, voilà, bon, il y a voilà, pour le Rwanda, comme on a dit tout à l'heure, Rwanda va marquer, bien entendu, va égaliser grâce à Jao Elias. Donc voilà, il va marquer le premier but de son histoire en Coupe d'Afrique. Ouais. Mais là, on a vu en fait, à travers les buteurs, que ce soit Jaziri et Santos, là, toutes les critiques qui ont été dites, toutes les soi-disant, la soi-disant jalousie de Jaziri et Santos, et soi-disant parce qu'ils ont, bref, toutes ces bruits de couloir et ces rumeurs qui n'avaient pas lieu d'être ont été balayées tout d'un coup. Et je retiens de ce premier match la célébration de Jaziri qui enlève son maillot, qui est un débardeur et qui va vers justement la même célébration en finale d'ailleurs. Voilà, exact, qui va vers les supporters comme ça, et ça symbolise la grinta, comme je dis souvent tunisienne. Le deuxième match, donc le 3-0 contre la RD Congo, vous avez tout dit, le Manatou, le Trésor Loa qui se fait exclure, ça conditionne tout, doublé de Santos, un but de Najeh Brahim, puis après le dernier match, voilà, qui compte pour du beurre entre guillemets, voilà, un but de Benachour, et puis égalisation en fin de match de Titi Camara, voilà, mais c'était globalement assez maîtrisé, voilà. Parfait. Ibrahim, pour conclure. Alors moi, je vais comme d'hab avec les petits détails tactiques. Vas-y. Roger Lemaire a apporté quelque chose de nouveau. Il a révolutionné le football tunisien en optant pour un nouveau système de jeu. Il a décidé de mettre 3 milieux devant la défense. Et d'ailleurs, c'est ce système qui fonctionne le mieux depuis ce moment-là avec la Tunisie. Tous les coachs qui ont suivi et qui ont utilisé ce système ont réussi avec la Tunisie. Donc il s'est adapté au. Ouais, il a voulu vraiment contrôler. Il a vraiment voulu contrôler le milieu de terrain en même temps. Exactement. Et il s'est adapté aussi à l'effectif. Il s'est rendu compte qu'on avait, mis à part Imad El Mehdi et Mohamed El Jdidi, on n'avait pas d'autres ailiers, vu que les ailiers, les titulaires habituels qui étaient Hassan El Ghaibsi, Mourad El Melki, Zoubair Beya étaient en fin de carrière. Exactement. Il a décidé de n'en prendre que 2. Ibrahim, je te coupe, mais je sais pas si tu te rappelles quand Mohamed Djidji, je crois les 2 premiers matchs, il est blessé, il a une béquille, je crois. Et, oui, parce que c'est mangé un tacle contre le Congo. C'était contre le Congo, justement. C'est ça, et je crois le match que voilà, il marque, je crois après le but de Najeh Brahim, je crois, ou le deuxième but de Santos, il est là comme ça en train de fêter le but en soulevant sa béquille, voilà, soulevant la béquille comme ça. Une belle image, je trouve. Oui, donc je disais, il s'est parfaitement adapté à l'effectif qu'on avait. Donc on avait aussi des latéraux assez offensifs à l'image de Hatem Trabilsi, de Clayton. Et donc bien sûr. Donc il a trouvé une manière à la fois de couvrir les montées des latéraux et une manière aussi de presser assez haut en mettant 3 milieux pour récupérer les ballons assez vite et alimenter assez rapidement Jezir et Santos. Ok, parfait. Oui. Je suis assez d'accord avec toi, Brahim, sur ton analyse tactique. On va enchaîner tout de suite avec... Dernier point, oui, pour revenir aux 3 matchs, comme tu l'avais souligné, Khaled, Roger Lemaire a fait tourner, il a voulu impliquer tout le monde. Tout le monde, et ça c'est une gestion qui est propre à Roger Lemaire. Il a fait la même chose à l'Étoile la saison dernière, et il fait, en plus d'être un très bon tacticien, il a une très bonne gestion mentale pour impliquer les joueurs et pour que les joueurs donnent le meilleur d'eux-mêmes tout au long de la compétition. Parfait, ouais, bien sûr. D'ailleurs, il gagne l'Euro 2000 avec la France, il est adjoint de Jacquet en 98, etc. Et son palmarès parle pour lui, donc. Voilà.
pour Roger Lemaire. Les quarts de finale, les amis, on va parler rapidement des quarts de finale. Je vais laisser la parole à Sofiane et après on enchaîne bien évidemment avec le fameux Tunisie-Sénégal. Alors, outre le Tunisie-Sénégal, on va parler ensuite, comme tu l'as aussi bien dit Khaled. Donc on a eu un quart de finale, pour la première affiche, ça a été Mali-Guinée. Donc un petit derby d'Afrique de l'Ouest encore, qui va donner une victoire donc des Aigles du Mali 2-1. Donc Pascal Feinduno pour le Sili national va ouvrir le score à la 15e minute et à la 45e, juste avant la mi-temps, Frédéric Oumar Kanouté va égaliser, très grand joueur d'ailleurs, exceptionnel. Et Oui, à la première minute du temps additionnel, en fin de match, le Mali va achever la Guinée de Mahamoudou Diarra, l'ancien Lyonnais, l'ancien joueur du Real, qui était aussi un joueur exceptionnel. Et c'est pour ça tout à l'heure, je vous ai dit que quoi, cette équipe du Mali méritait au moins un titre. Avec un milieu, Seydou Keita, Diarra, enfin c'est exceptionnel. C'est du lourd. C'est du très très lourd. Le deuxième quart de finale dont on va parler, ça va être un classique du football africain. Une des plus grosses rivalités. Un autre choc. Oui, parce que là, mais là, il n'y a que des classiques. Donc là, ça va être Nigeria-Cameroun qui aura lieu au stade Mustapha Benjenet. Voilà. Donc, pour les auditeurs, je tiens juste à vous dire, allez voir le résumé de ce match. Parce que le coup franc de Didier Okocha, c'est magnifique. Un coup franc exceptionnel. Voilà. Magnifique. Donc, Samuel Eto'o ouvre le score pour le Cameroun. Il ouvre le score. Donc, il se joue des défenseurs nigériens et il ouvre le score. Et puis ensuite, Didier Okocha va égaliser juste avant la mi-temps sur un coup franc magnifique. Et puis John Utaka va profiter des largesses, on va dire, de la défense camerounaise pour envoyer le Nigeria en demi-finale. C'est une sorte de passation de pouvoir cette CAN 2004 pour le Cameroun parce que, en fait, grosso modo, il y a la génération et il y a le début du règne de Samuel Eto'o sur le continent africain. Et le dernier aussi quart de finale, enfin le troisième quart de finale, dont on va parler, c'est aussi un derby, c'est aussi un classique aussi du football africain. Exactement. C'est Maroc-Algérie. Exactement. Maroc-Algérie. Donc, je tiens juste à préciser match très particulier. Voilà, qui avait eu lieu à Sfax, donc au stade Taïb Mhiri. Pour les auditeurs qui ne connaissent pas la Tunisie, les Algériens apprécient particulièrement de venir à Sousse et à Mehmet l'été. Donc quand ils ont appris que l'Algérie était qualifiée justement pour la CAN 2004, ils sont venus, vu que c'est à côté, et le stade est à majorité algérien, on va dire, avec une majorité supporters des Fennecs. Le match est très fermé. Je me rappelle très bien de ce match, j'avais vu. Le match est très fermé. D'ailleurs, Chérad marque à la 84e. Voilà, Chérad marque à la 84e, sauf que là, tout le stade pense que l'Algérie va être en demi-finale. Sauf que, il y a une entente, en fait, du côté du Maroc. Il y a vraiment 4 joueurs, offensivement, qui sont en folie lors de cette édition. C'est Marwan Chamak, l'ancien Bordelais, l'ancien joueur d'Arsenal. Youssouf Hadji, le frère de Moustapha Hadji, l'ancien joueur de Nancy, Rennes. Voilà. La Corogne. Non, c'est Moustapha qui joue. Oui, Moustapha. Je parle du grand frère, t'inquiète pas. Ok. Et El Mokhtari. Voilà, qui fait une énorme canne. Et finalement aussi le Ronaldinho du Maroc. Le Denilson. Denilson de Casablanca. C'est Jawad Zahiri qui en fait, ce qui se passe, c'est que Chamak égalise à la 80e plus 4. En fait. Donc vraiment à la fin, quoi. Donc l'arbitre allait siffler, quoi. Il égalise. Hadji rentre. Enfin non, Hadji ne rentre pas. Hadji est là sur le terrain. Hadji à la 113e. Voilà, il met un coup au moral des Algériens. Et Zahiri rentre pour la fin. Zahiri, il fait une sorte de Denilson, en fait. C'est-à-dire qu'il débarque sur le côté. Il prend le gardien, il met le gardien dans le vent, les buts sont grand ouverts et bam, il achève tout. C'est anecdotique, mais les Algériens ont été très très déçus au cours de ce match et le match va finir avec des jets de siège, on va dire, sur la pelouse. Mais c'était en tout cas 3 quarts de finale énormes. Voilà. Parfait, écoute Ibrahim, dis-moi un petit peu ton ressenti sur ces quarts de finale que vient de énumérer Sofiane.
Ben, comme le disait Soufiane, j'ai deux souvenirs en tête. C'est le but d'Okocha sur coup franc à Monastir et le but de Jawed Zaïri, magnifique but à Sfax. C'était vraiment les deux images que je garde en tête de ces deux quarts de finale. C'est vrai que le Mali-Guinée, on n'en a pas de grands souvenirs. C'est vrai que les deux grosses affiches, c'est celles C'est celui-là, le Mali-Guinée, c'est celui-là qui a le moins. À Helmens, il y avait que 1400 personnes qui étaient à Helmens. C'est un truc de ouf, hein. Alors 1400 personnes, c'est personne. Quand on compare avec le Cameroun-Nigeria, à Moustapha Benjenet, il y avait 14 000 personnes, enfin 15 000 à peu près, et à Sfax, il y avait 20 000 personnes. Des TV pleins, en fait. Et Moustapha Benjenet était presque plein aussi, parce qu'il y avait des stars sur le terrain. Donc, voilà, la jeunesse du Sahel, on va voir Okocha, on veut voir Eto'o, on veut voir Mbouma, c'est normal. Exactement, Okocha, etc. Et voilà, et Mali-Guinée était un peu dans l'indifférence totale. Voilà. Je pense que c'était juste les expatriés guinéens et maliens qui sont venus et un peu les curieux, voilà. Mohamed, sur ces quarts de finale. Bon, franchement, les gars, je veux dire la vérité, moi j'ai eu peur. Quand j'ai vu le Nigeria passer comme ça contre le Cameroun, on va dire, je vais pas dire avec beaucoup de facilité, mais il perdait 1-0, il remonte à 2 buts. Ensuite, après, quand j'ai vu le Maroc, franchement, j'ai eu peur pour ma Tunisie. Hein. Je me suis dit, on est maudit, cette canne-là, on va pas la gagner, on va jamais la gagner. C'est vrai que c'était deux équipes qui étaient impressionnantes, le Nigeria et le Maroc. Le Nigeria, il perd en groupe, comme on avait dit, contre le Maroc, mais après, direct, il se relève direct. Exactement. Contre l'Afrique du Sud, n'oubliez pas, c'est une mondialiste aussi en 2002. Ensuite, oui. T'as le Maroc avec Benny McCarthy, maintenant. Oui. Une légende. La DB et tout ça. Exact. Je parle d'à l'époque, ouais. Et concernant le Maroc, c'est la seule équipe avec la Tunisie qui est sortie du groupe avec 7 points. Donc là, qui bat l'Algérie 3-1, je me suis dit là, eux aussi, c'est bon, c'est lancé. Et franchement, j'ai eu peur de la défaite de la Tunisie, mais bon. Alhamdoulilah, comme on dit. Alhamdoulilah. Zied. Alors, je rejoins Momo. Hein. J'avais très peur, franchement, de voir après le match du Sénégal, parce que le match, la Tunisie a joué la première quart de finale, puis ils se sont enchaînés après. Il y avait, le 7 février, ça s'est joué Mali-Guinée, donc avant le match de la Tunisie. Donc, il y avait Mali-Guinée. Après, oui, ça s'est enchaîné Cameroun, Nigeria et Maroc, Algérie. Puis voir surtout la qualité d'attaque des Marocains. Mais mon Dieu, que Jawed Zaïri, Chamak et Haji, c'était du ouf, hein, c'était du lourd. Après, entre Cameroun et Nigeria, franchement, il faut toujours crier. Donc, si l'un des deux va passer, donc on est toujours dans la merde. Zied, c'est les bêtes noires, oui. Zied, franchement, cette équipe du Maroc, en vrai, en toute objectivité, hein, franchement, devant, c'était du très très lourd. Et je crois que c'est la plus belle équipe du Maroc depuis 2004. Je crois devant, ils n'ont pas eu une complémentarité comme ça. Exactement. D'ailleurs, je vais appuyer sur ce que tu dis, Sofiane. Je crois que le Maroc est fini meilleure attaque de la compétition devant la Tunisie, je crois. Exactement. Ils ont marqué 14 buts tout au long de la compétition. C'est énorme. 14 buts, c'est énorme. Oui, les qualités techniques, en fait, c'était du ouf. Zaïri, Hadji, Chamak et comment s'appelle le quatrième? J'ai oublié. Zaïri. Non, Zaïri, je l'ai cité. Bon, bref. Mokhtari. Voilà, Mokhtari. Derrière, il y avait du lourd aussi, hein. N'oublie pas la défense marocaine, c'était quand même une belle armada derrière. Avec Naïbet. On va développer sur le Maroc lors de la finale. D'accord. Lors de la finale, t'inquiète. Donc, franchement, en voyant toutes ces nations et les qualités de jeu, on se disait, bon, allez, on va prier, que le bon Dieu soit avec nous, alhamdoulilah. Tout s'est bien passé. Et voilà que se termine notre partie 1 de notre podcast Etachkila sur la CAN 2004. On vous donne rendez-vous pour la partie 2 où on va parler du match du Sénégal, le match contre le Nigeria et bien évidemment la finale contre le Maroc. On vous donne rendez-vous pour la partie 2 du podcast.